Depuis 10 ans et l'affaire des caricatures de Mahomet, la liberté d'expression en Europe a reculé à grands pas. Voilà en substance le témoignage de Flemming Rose, l'éditeur d'un quotidien danois qui en 2005 commanda à ces caricatures qu'elle ait enflammé une partie du monde musulman. Des émeutes éclatent partout, l'ambassade du Danemark à Beyrouth est incendiée, plus de 200 personnes sont tuées à travers le monde. Il faut le souligner, la représentation des prophètes est strictement interdite par l'islam et ridiculiser ou insulter le prophète Mahomet est traditionnellement vu comme passible de la peine de mort. Au Moyen-Orient, beaucoup restent favorables donc à une tolérance zéro. Ce soir, dans Code 24, nous allons à la rencontre de Flemming Rose. Après 10 ans sous protection policière, eh bien, l'éditeur danois regrette que pour les politiciens européens, la liberté de religion l'emporte sur d'autres libertés. Réaction également de 2 autres satiristes qui eux aussi vivent désormais sous protection policière permanente. Anne Maillet, Malcolm Brabant. Kurt Westergaard compte parmi les personnalités les plus méprisées de la planète. Sa maison au Danemark est une véritable forteresse. Il y a 5 ans, un homme d'origine somalienne a tenté de s'y introduire pour le tuer. Je n'ai rien à me faire pardonner, donc jamais je ne présenterai mes excuses. Je pense que je perdrais mon estime de moi-même en tant que professionnel si je venais à m'excuser pour ça. Aujourd'hui, Westergaard craint pour sa vision de la liberté d'expression. Eh bien, je crois qu'à la base, je ressens toujours un sentiment de colère. Je travaillais en tant que dessinateur satirique, selon les traditions danoises. Je n'ai rien fait de mal. Je pense d'ailleurs que c'est le rôle même des dessinateurs et des satiristes que de critiquer ceux qui détiennent du pouvoir. En 2006, des émeutes éclatent un peu partout dans le monde musulman lorsque les caricatures sont diffusées. L'ambassade du Danemark à Beyrouth est incendiée, plus de 200 personnes sont tuées à travers le monde. Pour Imran Shah, le porte-parole de la société islamique que nous retrouvons dans la mosquée la plus influente de Copenhague, aucun compromis n'est possible sur ces caricatures. Nous n'acceptons pas ces dessins et ces caricatures comme la représentation même du prophète. Mais ce que nous refusons, c'est le fait de faire une connexion entre les bombes et la religion de l'islam, le fait que pour nous, il n'y ait d'autre Dieu que Dieu et que son seul messager soit le prophète Mahomet et que cet homme soit associé à une bombe, c'est très immature. C'est une manière peu civilisée de poser les bases d'un débat et d'une discussion. Nous ne sommes pas là pour limiter la liberté de parole, mais nous sommes ici pour discuter comment l'utiliser. Si vous voulez lancer un débat ou une discussion autour de la religion, alors allons-y. Mais trouvons une plateforme commune de dialogue basée sur le respect au lieu de ridiculiser et de marginaliser une minorité qui l'est déjà beaucoup au sein de nos sociétés. Un autre personnage clé de l'affaire des caricatures vit aujourd'hui lui aussi dans le secret. Flemming Rose, l'éditeur qui a commandé les 12 caricatures, le sait, il va passer le reste de sa vie sous haute protection. Il est sous bonne garde lorsque nous le rencontrons à Copenhague. Je pense que la liberté d'expression est en bien mauvais état. Et je ne pense pas que la principale menace soit celle des islamistes. Je pense que le plus grand danger posé à notre libre expression vient de notre propre culture. Trop de gens ne croient plus en cette valeur qu'est la liberté d'expression. Afin de préserver la paix sociale dans une société multireligieuse, multiethnique, multiculturelle, les musulmans doivent réfléchir et redéfinir leur concept de blasphème et d'apostasie. Pour Flemming Rose aussi, des changements sont nécessaires afin de faire face à la diversité culturelle croissante de l'Europe. Pour moi qui suis préoccupé par ces questions de liberté, le problème est de savoir comment nous allons être en mesure de préserver nos libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de religion, ce qui implique aussi le droit de dire non à la religion, dans une société qui devient de plus en plus diversifiée. Ces désaccords et ces affrontements sont inévitables. Malheureusement, la plupart des politiciens européens estiment que pour maintenir la paix sociale, il est nécessaire de restreindre les libertés, alors qu'à mon avis, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Après le Danemark, direction la Suède pour y rencontrer l'artiste Lars Vilks, la principale cible des attentats de Copenhague en février.
Depuis la publication de sa caricature dépeignant Mahomet en chien, il vit caché. Ce sont des agents de protection qui nous conduisent à lui dans un véhicule blindé. Un agent restera avec nous pendant toute la durée de l'interview. Le meilleur remède pour régler tout ça, ce serait l'inflation. Et par ça, je veux dire produire encore plus de dessins du prophète. Car en fin de compte, le message c'est « ce ne sont que des images ». Et s'il y en a partout, tout finirait par s'estomper. Mon espoir, c'est que ces personnes respectent la démocratie danoise. Si elles le faisaient, elles seraient bien acceptées et intégrées. À 80 ans, Vestergaard se prépare à finir ses jours sous protection et se demande comment l'histoire le considérera. Comme un défenseur des valeurs occidentales ou comme un homme en décalage avec les nouvelles réalités d'une Europe en pleine mutation. Il y a un an, jour pour jour, le 7 janvier 2015, Le Monde découvrait Charlie Hebdo, journal satirique, pourfendeur des institutions et des religions. Et ces caricatures de Mahomet, qui eux aussi allaient enflammer une partie du monde musulman. Un an après l'attentat qui a fait 12 morts, l'hebdomadaire français a été relancé sous haute protection, mais il se trouve isolé dans son combat pour rire de tout. Eh bien, des journalistes occidentaux, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, sont mal à l'aise avec la liberté d'expression telle que le pratique le magazine. Venise, l'une des principales attractions méditerranéennes, est aujourd'hui victime de son propre succès. Désormais, le tourisme semble devenir le fléau le plus dangereux pour la pérennité de la Sérénissime, victime de son formidable pouvoir d'attraction. Après près de 25 millions de visiteurs annuels, la charge matérielle et logistique est de plus en plus difficile à assumer pour cette ville construite sur pilotis. Au cœur de cette problématique, les paquebots géants, considérés comme une menace permanente pour la ville. Natalia Mendoza s'est rendue sur place et nous en dit plus sur la présence de ces navires aux abords de Venise. Découvrir Venise en gondole et se croire seul au monde est devenu un privilège rare. Car depuis quelques années, le trafic dans cette lagune de la mer Adriatique est de plus en plus encombré. Et dans la course au gigantisme, certaines embarcations s'imposent. Hauts comme des immeubles de 10 étages, il n'est pas rare de voir ces villes flottantes naviguer à quelques dizaines de mètres du centre-ville de Venise. Chaque croisière, chaque paquebot, c'est environ 3000 passagers et environ 1000 membres d'équipage. Ces navires restent à quai 1 jour et demi tout au plus, et puis ils repartent vers une autre destination. Un trafic qui exaspère bon nombre des 50 000 habitants de la ville. Certains ont même déclaré la guerre aux grands navires de croisière. Des manifestations comme celle-ci sont désormais devenues monnaie courante dans le bassin de Saint-Marc. Siete troppo grandi al vostro passaggio, distruggete la nostra città, distruggete i nostri palazzi, le nostre case. Leur crainte, que les sédiments et les milliers de mètres cubes d'eau déplacés lors du passage de chaque croisière n'accélèrent l'érosion des fondations de la ville. Cet après-midi, nous assistons à une assemblée sur les effets du trafic maritime dans la lagune. Ici, tous ou presque sont des habitants de Venise. Leur constat est clair. C'est indiscutable. Le trafic de navires autour de notre ville a augmenté. Car il faut bien transporter des marchandises et des touristes dans le centre historique. Mais maintenant, cela a atteint des niveaux insoutenables. Inquiétude, ras-le-bol, ils sont nombreux à pointer du doigt les croisières. J'ai peur pour ma ville car je vois à quel point elle se dégrade. Les grands navires affectent notre vie au quotidien. Clairement, ce sont des embarcations disproportionnées qui n'ont pas été construites pour naviguer dans notre lagune. Avant, on voyait des navires, mais ils n'étaient pas ces monstres effrayants que l'on voit aujourd'hui. Ils sont complètement inadaptés et probablement dangereux pour notre ville. Une ville qui se débat entre préservation du patrimoine et intérêt économique.
Car avec quelques 4000 emplois à la clé et près de 400 millions d'euros en retombées économiques liées à l'industrie des croisières, la Sérénissime a du mal à se passer de cette manne financière. Venise a absolument besoin du secteur des croisières, car il représente un flux touristique très important. C'est un tourisme qui nourrit l'économie de la ville, des personnes qui dépensent de l'argent en ville. Et Venise ne peut pas renoncer à cela. En essayant de trouver un terrain d'entente, les autorités locales proposent de dévier le passage de ces croisières. Actuellement, le navire passe par ici, ça c'est ce mât, ils vont suivre le canal de la Giudecca et il arrive ici. Notre proposition, c'est de le faire entrer par le sud. Les croisières traverseraient donc ce canal, actuellement dédié aux navires marchands. Une fois arrivées à ce bassin, elles bifurqueraient vers l'est. Regardez, à partir de ce point sera creusé un nouveau canal. Une fois arrivés ici, les croisières pourront emprunter le canal qui partira dans cette direction. Si le projet est approuvé, 2200 mètres de canal seront creusés pour couper cette île artificielle en deux et rejoindre cet autre canal qui arrive directement au port. Paolo Costa a été maire de Venise pendant 5 ans. Aujourd'hui, il est à la tête de l'autorité portuaire à l'origine du projet. Pour lui, un des objectifs primaires est de conserver le port des croisières dans son emplacement actuel. Sauvegarder les ports, c'est le cœur de la possibilité de maintenir l'emploi et l'activité des croisières ici. Pour nous, le problème, c'est ça. Car ce port constitue le point de départ de nombreux circuits de croisière et donc une grande partie de l'approvisionnement pour les voyages de ces navires est acheté et produit dans la région. Mais pour nombreux environnementalistes, la présence des ports à l'intérieur de la lagune est à l'origine de la destruction de l'écosystème aux alentours de Venise. Regardez ici, vous voyez bien la morphologie naturelle d'une lagune. C'est un écosystème entre terre et mer, un tissu délicat de canaux. Mais par contre, regardez cette zone autour de Venise, on voit clairement que tout ça a bel et bien disparu. Silvio Testa est né à Venise. Depuis des décennies, il constate avec préoccupation les changements de la lagune. Quand j'étais un jeune garçon, comme tant de Vénitiens, nous prenions la barque pour aller nous baigner. Et je pouvais immobiliser mon embarcation avec une petite ancre d'à peine 8 kilos. Maintenant, avec les courants, c'est devenu impossible. Une problématique qui inspire même les artistes. Cette exposition de photos démontre de façon éloquente le difficile équilibre entre business, écologie et patrimoine dans cette ville classée au patrimoine mondial de l'humanité. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.